Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un coup de tonnerre et une rupture dans l'histoire. L'annonce par Benoît XVI de sa propre démission a déclenché une avalanche de réactions dans le monde, saluant le choix courageux d'un pape épuisé, préférant se retirer plutôt que d'offrir une image diminuée de lui-même. Alors comment cette décision a-t-elle été prise? Que retiendra-t-on des 8 années de Benoît XVI, théologien brillant mais qui n'a jamais eu le charisme de Jean-Paul II? De nombreux invités en notre compagnie ce soir. L'enquête devra déterminer à quel moment et qui a apposé l'étiquette viande bovine sur un lot de viande de cheval cuisiné en lasagne. Les réponses à ces questions devraient être connues en milieu de semaine, annonce faite tout à l'heure au sortir d'une réunion de crise à Bercy avec les professionnels de la filière viande. François Hollande dénonce ce soir des manquements et souhaite des sanctions. Le deuxième anniversaire de la chute de Moubarak sous haute surveillance en Égypte. Place Tahrir, les Égyptiens crient ce soir leur colère et réclament liberté, justice sociale et réforme politique. À bas le pouvoir des frères musulmans, scandent les manifestants. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ces derniers temps, ses interlocuteurs les plus proches avaient noté une diminution de ses capacités physiques, fatigué et fragile, mais avec une lucidité qui a forcé le respect dans le monde entier. Benoît XVI a annoncé sa démission, une renonciation préparée depuis plusieurs mois, mais qui a surpris tout le monde. On écoute Benoît XVI. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi, d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome. Voilà, et pour la petite histoire, cette décision de Benoît XVI a été donnée en première mondiale par une journaliste italienne qui a su saisir, comprendre la première, les paroles totalement inattendues du pape alors que celui-ci s'exprimait en latin. C'est une revanche de la culture dans la préparation des futurs journalistes, a ainsi commenté le directeur de l'agence italienne à l'origine de cette information. Le latin de Benoît XVI est très facile à comprendre, a modestement tweeté la journaliste. Alors Benoît XVI, c'est un homme de 86 ans, usé par le poids de la charge, qui a choisi donc de se retirer plutôt que d'offrir une image et diminuer de lui-même. Les très nombreuses réactions dans le monde saluent ce soir une décision courageuse, celle d'un homme décrit au départ comme un conservateur, un théologien brillant, penseur admirable, qui a surpris aussi par sa popularité inattendue, mais déçu certains par une faible volonté réformatrice. Son portrait avec Paul Bouffard. Il est le pape le plus âgé depuis 6 siècles. Aujourd'hui, sa santé délicate le pousse à démissionner. Après 8 années, son pontificat est jugé comme controversé. Docteur en théologie, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Benoît XVI est perçu comme un pape conservateur, défenseur de la doctrine et du dogme catholique. Le 19 avril 2005, bien qu'il fût son plus proche collaborateur pendant 23 ans, le cardinal Ratzinger met du temps à remplacer Jean-Paul II dans le cœur des catholiques. Tout de suite, son pontificat connaît des crises à répétition. Scandale autour de la béatification de Pie XII, le pape qui pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas pris position contre la Shoah. Pour faire taire la polémique, Benoît XVI se rendra à Auschwitz. L'image est forte. En mars 2009, le souverain pontife déclare en Afrique qu'on ne peut vaincre le fléau du sida avec des préservatifs. Quelques mois plus tard, il tempère ses propos. Une première pour l'Église, il justifie l'usage du préservatif dans certains cas. En 2010, le Vatican est frappé par les scandales de pédophilie. Benoît XVI fera œuvre de repentance et demande pardon. Il sera le premier des évêques de Rome à ouvrir la réflexion sur la pédophilie au sein de l'Église. Benoît XVI, un pape loin du monde moderne, il sera pourtant le premier pontife sur Twitter. Il installe le Vatican et le siège de Saint-Pierre sur les réseaux sociaux. En mai 2012, il est trahi par son propre majordome. Des documents embarrassants pour le Saint-Siège sont publiés.
Certains pensaient qu'il n'avait pas le physique de la fonction. Pour d'autres, il restera le pape de la rigueur. Et on va écouter la réaction de l'archevêque André XXIII qui évoque quant à lui une décision mûrement réfléchie. Écoutez. Ça correspond tout à fait à sa personnalité, c'est-à-dire que ça n'est pas un homme spectaculaire, ça n'est pas un homme à esbrouf. Il a médité, il a prié, il a réfléchi et il a conclu qu'il fallait qu'il s'arrête. Il s'arrête sans autre procédure. C'est un acte courageux? Très courageux. Pourquoi? Parce que c'est la capacité d'un esprit lucide et abandonné de reconnaître qu'il ne peut pas assumer plus longtemps sa mission et qu'il se retire. Et beaucoup de réactions également du monde politique en France et à l'étranger. Le président américain Barack Obama offre, dit-il, ses remerciements et ses prières au pape Benoît XVI. Et on écoute le président Hollande et la chancelière Angela Merkel. La décision de Benoît XVI suscite le plus grand respect. C'est une décision courageuse et aussi exceptionnelle. Nous devons laisser l'Église catholique déterminer comment elle entend organiser cette succession. Et nous ne présentons pas de candidat. Si le pape lui-même, après mûre réflexion, en est venu à la conclusion que ses forces ne sont plus suffisantes pour exercer sa fonction, cela suscite mon plus grand respect. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec grand plaisir. Jean-Pierre Mignoire, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue maître. Mais là, on vous reçoit en tant que directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et l'éditorialiste au Figaro, Alain Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord messieurs, la décision. Dans la très grande majorité des réactions dans le monde, il y a deux mots qui reviennent ce soir. Courage et respect. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ce soir avec un peu de recul, Alain Gérard Slama? Oui, bien sûr. La question moi, que je me pose à propos de cette décision, c'est de savoir si elle était vraiment prise de longue date. Parce que voilà un pape qui prenait encore des décisions et faisait des actes très modernes en termes de communication, avec son compte Twitter, avec un article dans le Financial Times, avec la publication d'une suite qui était en même temps l'introduction présentant sa biographie de Jésus. Enfin, je veux dire, il avait beaucoup de chantiers. On a plutôt l'impression qu'il a vraiment reçu, pour parler très grossièrement, un coup sur la cafetière et qu'il s'est senti brusquement atteint dans sa santé plus que on ne veut bien le dire pour avoir pris une décision de cette gravité. Et rien antérieurement ne l'annonçait, si ce n'est qu'il avait dit. Il avait dit qu'il n'écarterait pas. Il avait dit qu'il n'écarterait pas la perspective, en effet, de démissionner. Il a toujours été conforme à lui-même. C'est un homme de volonté. Mais là, que la volonté brusquement se soit orientée vers la décision de se retirer, je trouve ça assez extraordinaire. Il y a aussi une dimension, évidemment, vous interrogez quelqu'un qui n'a pas la foi, qui est la dimension de la foi. C'est-à-dire, vous savez, le retrait de Charles Quint. Enfin, l'homme qui va se retirer pour faire oraison pour les jours qui lui restent à vivre et donner ainsi un exemple aux chrétiens. Ce n'est pas du tout à exclure non plus. Jean-Pierre Mignoire, on peut imaginer que Benoît XVI a beaucoup pensé peut-être au pape Jean-Paul II, dont il a vécu de près la longue agonie et finalement il a vu ainsi l'Église suspendue à l'état d'un homme malade. Il n'a peut-être pas voulu reproduire le même schéma aussi, tout simplement. Oui, c'est certain. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que récemment les papes se sont posé cette question. Paul VI se l'était posée, précisément pour interrompre un pontificat à 80 ans, à un moment, mais ce n'a jamais été vérifié. On a estimé que Jean-Paul II se posait aussi cette question et qu'en effet, il était dans un état souffrant. Enfin, pour qu'il l'a approché, c'était en effet très pénible. Et puis là, c'est un acte, d'abord, je trouve que c'est un acte d'une grande honnêteté intellectuelle, d'abord. Il faut saluer un témoignage chrétien, on n'est pas toujours... je ne peux pas dire en odeur de sainteté, mais on est quelquefois en relation, des fois, rugueuse avec le Vatican, c'est certain, même si nous faisons un journal qui fait complètement partie de l'offre de la presse catholique. Mais pour autant, c'est un acte intellectuellement très honnête. Hein, quelqu'un reconnaît qu'il n'est plus en état d'eux. Et ça, je trouve que c'est spectaculaire. C'est aussi un acte de transparence. Et qui n'est pas sans poser des questions et qui aura sans doute beaucoup d'effets. Et pas seulement pour l'Église d'ailleurs, parce que c'est exemplaire. Et pour l'Église aussi, d'ailleurs, puisque quand même l'idée des papes, c'était d'être pape jusqu'à la mort, l'anneau que l'on brise, que va-t-on faire de l'anneau du Saint-Père aujourd'hui? Il y aura donc une jurisprudence papale. Donc il y a une jurisprudence papale, et peut-être ce soir les protestants diront-ils, vous voyez, nous avons raison,
c'est d'un président dont il faut besoin plus d'un pape. C'est moi qui prête ces paroles dans les bouches des protestants. Je sais que pour les catholiques ce soir, pour ma part, à Témoignage chrétien, nous avons un comité de rédaction tout à l'heure, et honnêtement, nous nous sommes sentis proches de cet homme au regard de la décision qu'il avait prise. Vous avez dit acte de transparence, Alain Gérard Slama. Comment cette décision a pu être prise? On imagine dans le plus grand secret, dans ce théâtre d'ombre qu'est le Vatican, un lieu qui est quand même irrationnel. Ah, et dans un secret qui me semble très grand, car si vous avez regardé les images du discours en latin, prononcé par le pape, vous avez vu à son côté un cardinal sur le visage duquel se dessinait une perplexité et un étonnement de plus en plus grand. C'est bien le signe quand même que là, c'est un homme qui, dans le secret de sa conscience, avec sans doute un ou deux conseillers, dont semble-t-il aussi son frère, qui disait qu'il était au courant. Est-ce vrai? Est-ce faux? Son frère a 90 ans, je crois. Hein. Bon. On ne peut pas l'accuser de mensonge. On ne peut pas l'accuser de mensonge, mais on peut supposer aussi que l'âge venant, il prenne pour une réalité ce qui était une idée confuse. Hein. On ne peut jamais savoir. Mais en tout cas, en l'occurrence, il s'agit d'une décision qui frappe tout le monde pour ça. Car c'est la décision solitaire d'un homme de foi. On considérait Benoît XVI comme un homme d'église, Jean-Paul II comme un homme de Dieu. Et on découvre soudain que ce Benoît XVI était peut-être aussi un homme de Dieu. Et on accueille notre journaliste Alberto Toscano, qu'on a souvent ici sur notre plateau. Bonsoir. Nous évoquions justement comment cette décision a pu être prise. On évoquait ce secret, ce théâtre d'ombre au Vatican, un lieu irrationnel. Est-ce que vous avez plus d'éléments autour justement de ce cheminement, de cette prise de décision? Je peux confirmer, suite à ce que j'ai vu ou entendu grâce aux médias italiens, que le secret a été vraiment impénétrable. Même les porte-paroles du pape, du Vatican, de la salle de presse du Vatican, ne savaient strictement rien. Le Vatican est encore l'un des rarissimes endroits au monde où les secrets sont vraiment bien gardés, parfois un peu trop bien gardés, selon certaines personnes et certains journalistes qui se posent des doutes sur le fonctionnement de cette machine extraordinaire qui rassemble un côté religieux et un côté institutionnel. On peut imaginer que sa retraite sera méditative dans un couvent, non loin de Rome. C'est un intellectuel qui va continuer à écrire. On se souvient de ses encycliques théologiques, non loin de Rome. Non, pas forcément. Moi, je parie qu'il ira en Bavière. Mais qu'il continuera à écrire, probablement. Dans un couvent de Bavière, sa terre natale. Et qu'il continuera à écrire. C'est probable. Alain Gérard Slama, on va quand même rappeler que pour la première fois dans l'histoire, un pape en fonction a publié un ouvrage à titre personnel. C'était Jésus de Nazareth. L'auteur accepte donc qu'on le discute et qu'on le contredise. Le livre s'achève d'ailleurs, c'est assez particulier, sur une double signature, celle de Benoît XVI et celle de Joseph Ratzinger lui-même. Absolument. Ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs dans son Jésus et dans le complément qui suivait, c'est qu'il disait: le seul fait que ce texte pour nous soit sacré et très ancien justifie qu'il ait un rapport avec l'histoire et que nous ayons, nous aussi, un rapport avec ce texte et un rapport historique avec ce texte. Autrement dit, il y a là une démarche qui est extrêmement intéressante, parce que pour un homme qu'on présente comme extrêmement conservateur, c'était aussi quelqu'un qui admettait, dans la lignée peut-être du thomisme, hein, il a toujours pensé que la raison devait être éclairée par la foi et la foi par la raison. Que la foi devait être éclairée par la raison, il l'a fait dire par Jean-Paul II, et que la raison devait être éclairée par la foi, il l'a fait dire par lui-même, au Bernardin. Voilà. Et la conférence de Ratisbonne. Donc, il s'est quand même pensé à une chose aussi quand même extraordinaire, c'est combien cet homme aura marqué l'histoire de l'Église depuis 1981. En fait, il règne d'une certaine manière en étant le préfet à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bon, il a impulsé une ligne qui a comporté beaucoup d'éléments très critiques à l'égard de l'ancienne tradition. Il a été moderne à bien des égards, et un autre traditionnaliste que je n'aime pas aujourd'hui, c'est qu'à propos de son retrait, comme Simouret d'ailleurs, à propos de son retrait, on le présente un peu trop volontiers comme l'ancien Hitlerjugend qui a excusé un cardinal révisionniste, etc., etc. Non, c'était autre chose quand même. Présentation simplificatrice parfois de ce que cet homme complexe, intellectuel brillant. C'est insensé et injurieux, donc on ne va même pas y revenir. Non, je crois qu'en effet, la question qui se pose, c'est
comment cet homme qui était un jeune homme au moment du concile, mais d'ailleurs c'est une similitude qu'il a avec le cardinal Lustiger, sont devenus au fil des ans des conservateurs par rapport à un événement tellurique qui avait été celui du concile, comme si à un moment donné ils avaient été frappés d'inquiétude, de crainte devant l'événement auquel ils avaient participé, que cet événement c'était un peu comme Merlin l'Enchanteur, les sauts, les balais, ça ne s'arrêtera jamais, et puis qu'ils faisaient marche arrière. Et le sentiment que j'ai en tant que chrétien et catholique, c'est effectivement d'un pape d'une finesse intellectuelle exigeante, mais en même temps d'un pasteur inquiet qui d'ailleurs regardait beaucoup plus l'arrière du troupeau pour savoir. Je dis le troupeau, des fois c'est méchant, c'est un peu évangélique le troupeau. Enfin, c'est très agréable à merci, entendre. Merci. Pour les ramener plutôt que ceux qui étaient en avant et qui quelquefois partaient déçus, désespérés, parce que cela n'avançait pas. Nous considérons qu'il a pris beaucoup plus de précautions vis-à-vis de ceux de ceux qui marchaient lentement que ceux qui voulaient hâter le pas. Voilà, je pense que c'est en ce sens que je pense que c'est un pape qui néanmoins restera conservateur dans l'histoire de l'Église. Église aujourd'hui qui, non pas du fait de son départ, au moment de son départ, connaît une crise extrêmement grave, et notamment une crise d'influence en Europe. On va parler dans un instant avec Jean-Luc Gombaud du Vatican, de ce que représente le Vatican, de la grande puissance financière. Alberto Toscano, ce soir, on a parlé, on parle très rapidement, on l'entend, de la succession, mais il est encore là pour le moment, Benoît XVI. Qu'est-ce qu'a représenté cette décision aujourd'hui en Italie, à Rome? Est-ce qu'on a senti cette force spirituelle, cette décision très sage prise ce soir? Une démonstration de courage. Les Italiens l'interprètent comme ça. Même si une partie des Italiens, je dis les habitants de Rome, le pape est l'évêque de Rome, par définition. Donc, les habitants de Rome ont eu, au début, une réaction de perplexité. Et certaines interviews qui ont été réalisées ce matin à la place Saint-Pierre l'ont montré. Dans l'après-midi, au fur et à mesure que cette décision a été étudiée, discutée, réfléchie par l'opinion publique, on a donné l'interprétation vraiment de la démonstration de courage. Évidemment, l'homme de la conservation tel qu'il avait été présenté, une fois au pouvoir, a mesuré le besoin de réforme, de renouvellement de cette immense machine qui est l'Église catholique. Et il a quelque part légué à son successeur un mandat de faire ce que l'âge et peut-être aussi son passé lui ont empêché de réaliser à lui-même. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve, alors franchement, j'ai dit tout à l'heure, il était un conservateur, mais il termine par un geste prophétique. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne retiendra que le geste prophétique. C'est celui qui augure quelle injustice. Jean-Luc Gombaud, après les réactions saluant sa décision courageuse, il y a un autre son de cloche quand même qui se fait entendre sur une décision plus politique avec un pontificat critiqué et puis un Vatican surpuissant. Quelle est la réalité des choses aujourd'hui? Cette surpuissance, à mon avis, doit être relativisée. Évidemment, Benoît XVI est un chef d'État, d'un État minuscule. C'est le chef du Vatican. En fait, c'est une grosse PME, apparemment, le Vatican. C'est 2000 employés, c'est pratiquement un budget de 250 millions d'euros, qui est d'ailleurs déficitaire. Ça, c'est l'apparence des choses qui vit d'images religieuses et de tourisme. Et puis, c'est aussi la tête d'un immense patrimoine, mais l'Église catholique ressemblerait plus à quelqu'un qui serait propriétaire d'une immense fortune, mais qui n'aurait pas les moyens de payer l'impôt sur la fortune, ce que l'on rencontre quelquefois chez nous. Mais effectivement, il y a aussi ce mystère qui s'ajoute là-dessus, c'est la fameuse banque du Vatican, l'IOR, dont on ne connaît pas le montant des dépôts, dont on ne connaît pas véritablement les actionnaires, dont on ne connaît pas le financement, dont on ne connaît pas les ratios prudentiels. Mais là aussi, il faut quand même, ça entretient beaucoup de fantasmes de liaison avec la mafia, des choses qui n'ont jamais été prouvées, mais sur lesquelles beaucoup de journalistes enquêtent en permanence. Mais là aussi, il faut relativiser. On évalue les dépôts de l'IOR à 4 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas considérable. Vous prenez la banque BNP Paribas, c'est 40 milliards d'euros à elle toute seule. Donc c'est pas cette puissance tentaculaire dont on parle souvent. Mais c'est vrai qu'il y a un degré de mystère. Et je crois qu'il est intéressant de voir que Benoît XVI s'est aussi attaqué à ce mystère. Il a eu à gérer un certain nombre de scandales, Benoît XVI. On a beaucoup parlé évidemment de ce problème des prêtres pédophiles. Il a tenté de vider l'abcès et il a tenté aussi de vider l'abcès sur la question de l'IOR et il s'est heurté à beaucoup d'obstacles. Il a nommé des dirigeants de cette banque mystérieuse qui ont été contraints de démissionner. Ça a été pour lui une véritable épreuve. C'est ajouté à cela
la Commission européenne qui a toujours refusé de mettre le Vatican sur la liste blanche des paradis fiscaux, car le Vatican est un paradis fiscal. S'ajoutent à cela les négociations qu'il a menées avec Mario Monti, qui veut lui faire payer des impôts. Donc ce sont des choses très techniques. C'est un homme de spiritualité, c'est un homme profondément religieux. Qui ont pu peut-être contribuer à affaiblir le moral et la santé d'un homme... voilà, en tout cas, ce sont des obstacles très sérieux qui se sont ajoutés avec tout le débat liturgique et théologique qui se pose actuellement dans l'Église catholique. Oui, moi je suis convaincu qu'en effet, il a été affaibli par l'ensemble de ces événements. C'est un homme conservateur, nous sommes, nous, progressistes, un homme honnête. C'est un homme honnête, c'est un homme respectable, c'est un homme estimable, Benoît XVI. Et donc, je pense en effet qu'il s'est heurté à des difficultés graves, qu'il a découvert des scandales énormes, d'ailleurs, qu'il a pris en charge, avec d'ailleurs plus de transparence et d'honnêteté sur ce point que beaucoup d'autres. Et je crois qu'il y a aussi peut-être une lassitude. Moi, on ne peut pas sonder les reins et les cœurs du pape ce soir. Peut-être aussi a-t-il découvert l'ampleur des problèmes qui se posaient à l'Église romaine aujourd'hui et décidé par cet acte important de mettre finalement tout le monde au pied du mur. Alors on va continuer à évoquer cette décision. On va rappeler que Benoît XVI a annoncé qu'il se retirait donc le 28 février. Cela laisse le temps d'organiser tranquillement le conclave et les grandes manœuvres de couloir vont donc commencer. Alors comment cela va-t-il se passer? Les détails avec Flora Sauvage. Les cardinaux ont 15 à 20 jours après la démission ou la mort du pape pour se réunir à Rome en conclave. Le but, élire un nouveau souverain pontife qui doit obtenir les 2/3 des voix. Ne sont autorisés à participer à l'élection que les cardinaux qui ont moins de 80 ans. Pas de téléphone, pas de connexion avec l'extérieur. Ils sont coupés du monde jusqu'à l'annonce publique du résultat. Les opérations de vote se déroulent dans la chapelle Sixtine avec 2 scrutins le matin et 2 le soir. Pendant le déroulement du scrutin, un poêle installé dans la chapelle Sixtine indique aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre le résultat des votes. Une fumée blanche annonce l'issue du scrutin. Plusieurs noms circulent comme celui du cardinal nigérian Francis Arinze, du Ghanéen Peter Turkson. Mais l'élection d'un pape non italien reste assez incertaine. Parmi les prochains papes possibles, il y a à mon avis un seul Italien qui se détache, c'est l'archevêque de Milan, Angelo Scola. En dehors de l'Italie, il y a le préfet pour la congrégation des évêques, le Canadien Marc Ouellette, qui peut avoir aussi ses chances. Et hormis Jean-Paul II et Benoît XVI, seuls des Italiens ont exercé la fonction d'évêque de Rome depuis 1523. Et retour sur le plateau avec nos invités. Alberto Toscano, que de pronostics sur la suite. Mais est-ce qu'on peut dire la vérité? Est-ce qu'on sait vraiment quelque chose? On peut dire la vérité, le problème de la vérité n'est pas la dire, la connaître. Justement, est-ce qu'on connaît la suite? Je crois que difficilement ce sera un Africain, parce que l'Église africaine est vue avec un certain soupçon au Vatican. L'histoire de l'évêque Milingo qui s'est marié, il y a des frasques, il y a eu des frasques dans l'Église africaine, considérées un peu légères au Vatican. Donc ce sera très difficilement un Africain, voilà. Ça peut être un Européen, ça peut être un J'ai l'impression que Italien. vous militez pour un Italien, en tous les cas. Je milite pour un Français. Bientôt. J'aimerais bien que ce soit un pape français, ça donnerait de l'espoir à l'Europe tout entière. Vous avez l'art du contre-pied, je note. Bientôt, on aura quand même 2 papes. L'un qui va être en phase d'exercice et l'autre qui est encore vivant. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut avoir une passation des pouvoirs? Vous savez, la grâce permet justement de tourner la page. C'est ça qui est merveilleux. On ne sait pas qui sortira du chapeau, mais il y a une chose que je crois probable. Le pape qui sort, là, était un grand esprit. Vous n'avez pas employé l'expression, et je crois qu'il faut quand même le dire. C'était un grand esprit. Il n'avait pas le charisme de son prédécesseur. Non, il y a et quelque chose est très frappant, c'est que j'étais à Rome il n'y a pas longtemps, vous trouvez partout des photos du pape et des cartes postales à l'effigie du pape Jean-Paul II, et vous en trouvez très peu, beaucoup plus difficilement, à l'effigie de Benoît XVI. C'est quand même extraordinaire. Et je pense que ça va changer. Une injustice qui sera réparée, je pense que ça va changer, c'est-à-dire l'onde portée du pape qui s'en va être considérable sur son successeur. Et j'imagine volontiers que son successeur sera plutôt un homme d'action et un homme de charisme. J'ai pas dit un charismatique, c'est pas la même chose. Et je pense que ça sera plutôt dans ce sens-là. Messieurs, je n'exclurai pas un pape africain pour cette raison-là. Messieurs, pour terminer, je voudrais avoir votre avis, que vous soyez croyant ou pas. Qu'est-ce que vous retiendrez, non pas d'un geste, d'une réforme ou d'une action, mais on va dire, de son aura, de ce pape Jean-Pierre Mignard? Ses écrits et son Jésus de Nazareth.
Voilà, je trouve que c'est exceptionnel. L'extraordinaire niveau culturel, moi aussi, et aussi le chemin de l'ouverture vers les autres religions. Parce que malgré celle qui a été considérée la gaffe de Ratisbonne, il a été un homme de dialogue. Un homme dont l'œuvre, je pense, pourrait revitaliser l'enseignement des séminaires. Car si on enseigne aux gens d'aujourd'hui qui vont dans les séminaires ce qu'a écrit la pensée de ce pape, je pense que ça affinera les esprits et que ça les ouvrira paradoxalement aux antipodes de ce qu'affirment des gens qui veulent voir à tout prix dans ce pape un pape conservateur réactionnaire qu'il n'était pas. Je pense que ce qu'on retiendra, c'est sa démission. Et parce que quand même, la première démission depuis des siècles, c'est ça qu'on retiendra. Et je crois que ça aura beaucoup d'influence. Pourquoi? Jusqu'à présent, on nommait des papes vieux. Parce qu'on savait qu'ils vivraient, ils seraient papes jusqu'à leur mort. Aujourd'hui, il est possible qu'un pape ne reste pas jusqu'à sa mort. Donc c'est la possibilité de nommer un pape jeune. Papale, tout à fait. De nommer un pape jeune, parce qu'on sait qu'il pourra ne pas rester jusqu'à sa mort. Et ça sera peut-être le message de Jean. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci Alain Gérard Sama, merci Jean-Luc Gombaud, Alberto Toscano et Jean-Pierre Minière. La suite du 22h avec notre dernière page à présent. C'est tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Sophie Normand. Des heurts entre policiers et manifestants ce soir au Caire. Sur ces images, la police fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène devant des manifestants qui lancent des projectiles sur le palais présidentiel. Un peu plus tôt, quelques centaines de manifestants s'étaient rassemblés à l'appel de groupes de l'opposition pour réclamer notamment la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale. 2 ans après la chute d'Hosni Moubarak, ils estiment que la liberté et la justice sociale n'ont toujours pas été réalisées. À Gao, la tension reste vive. Quelques heures après des bombardements français, ils visaient le commissariat central du centre de la ville. Des islamistes armés s'y étaient retranchés, eux que l'on croyait cachés dans des zones désertiques. Hier, un de leurs commandos a affronté des soldats maliens. 2 attentats suicides ont eu lieu. François Hollande a assuré que la France était dans une phase de sécurisation au Mali et qu'elle irait jusqu'au bout de son opération. 2013 ou 2014, la date de l'application de la réforme sur les rythmes scolaires à Paris sera décidée fin mars. Déclaration du maire de Paris à la veille d'une manifestation du monde enseignant. Bertrand Delanoë avait pourtant annoncé début janvier qu'il souhaitait l'appliquer dès 2013, provoquant la colère des instituteurs parisiens. Aujourd'hui, il dit vouloir aller au bout du débat. J'ai écrit à tous les parents, à tous les enseignants. J'ai eu beaucoup de concertations avec les fédérations de parents d'élèves, les personnels de la ville de Paris concernés, les syndicats d'enseignants, parce que je veux que nous allions au bout de ce débat et que nous voyions comment nous pouvons réussir une réforme dans l'intérêt de tous. La réforme des rythmes scolaires prévoit le rétablissement de la semaine de 4 jours et demi et la mise en place d'activités périscolaires dans le temps ainsi dégagé. Il y aura bien une loi sur la reprise des entreprises rentables. François Hollande confirme une de ses promesses de campagne. Le gouvernement avait déjà à la mi-janvier donné son feu vert à une proposition de loi socialiste sur les sites rentables promis à la fermeture. L'interdiction des licenciements boursiers dans les entreprises qui réalisent des bénéfices est l'une des revendications essentielles des salariés de l'industrie. Que peut-on bien trouver d'autre que du cheval lorsque l'on pense manger du bœuf? Willem s'interroge dans Libération et propose quelques réponses pas vraiment ragoûtantes. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat intitulée Sport, Mafia et Corruption. Tout un programme, vous allez le voir. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir, bien sûr. C'est triste à dire, mais
Je ne suis pas surpris par les efforts du crime organisé transnational pour truquer des matchs sportifs. Il y a gros à gagner, peu de risques d'être pris, et les sanctions sont minimes. « 85% des paris sur les 15 000 sites qui les proposent sont illégaux. Oui, je pense que les sommes gigantesques qui sont brassées par tous ces paris illégaux sont un danger pour le sport. Je pense que le sport est en danger. Et il ne s'agit pas que des Jeux Olympiques, il s'agit du sport en général. Mars 2011. Les gouvernements, les plus grandes instances du monde du sport, viennent de rentrer en guerre contre les dérives des paris en ligne. C'est une guerre d'un nouveau genre, hautement technologique et d'une infinie complexité. Son impact est global car toutes les disciplines sportives sont à la merci des fraudes. Mais c'est le football qui concentre toutes les inquiétudes. Il représente à lui seul 50% des actes de paris dans le monde. Les paris en ligne devaient être la nouvelle manne financière du sport. Sponsoriser les clubs, les athlètes, les compétitions. Mais ils sont devenus une machine infernale. La porte pour tous les dangers. Des autorités internationales jusqu'au dernier maillon de la fédération, tout le monde a compris que les paris sont un cancer pour le sport en général et pour le football en particulier. C'est impressionnant parce que toutes les semaines il se passe quelque chose. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que Rogue, dans son bureau, sur 3 quarts d'heure d'entretien, a bien dû me parler de paris sportifs pendant 40 minutes. La Gazzetta dello Sport est la Bible du sport en Italie. Au sein de sa rédaction, un journaliste enquête depuis des années sur les rouages criminels du monde du football. Le scandale des paris n'est pas une nouveauté en Italie. Il y en a eu beaucoup par le passé. À l'époque, l'émission télévisée la plus célèbre d'Italie s'appelait Novantesimo Minuto. C'était la seule émission qui retransmettait les buts à la fin des matchs sur Rai Uno, la chaîne nationale. Et un jour, à la place des buts, l'émission a montré des véhicules de police en train d'envahir les stades. Des stades aussi importants que l'Olympique de Rome ou le stade de Milan, pour aller arrêter les footballeurs. On a vu les footballeurs sortir des vestiaires menottes au poignet. Et ça ne s'est pas arrangé avec les années. Les paris illégaux continuent, les rumeurs persistent, et s'il n'y a pas de preuves, il y a des soupçons. Par exemple, quand Naples perd le championnat en se faisant battre à domicile par le Milan dans les derniers jours d'une compétition qu'il domine depuis le début. Une des nombreuses rumeurs qui circulent, même si elle reste contenue, c'est que cette défaite à domicile a été ordonnée par la Camorra, car elle avait recueilli trop de mises sur la victoire de Naples et n'aurait pas pu payer. Elle aurait donc dit à Naples, eh bien, vous devez perdre, c'est le Milan qui doit gagner.
Invece Maradona, zoppicante, ha chiesto la sostituzione a un certo punto per stiramento. È andato tutto male, Diego. Sì, è andato tutto male anche perché il Milan oggi ha fatto una grandissima partita, ha vinto meritatisssimamente. Les liens entre les joueurs de Naples et la Camorra sont avérés. Ce ne sont pas des légendes. Il y a des preuves, des photos de Maradona chez les parrains de la Camorra. De très nombreux joueurs étrangers ont été approchés par les parrains de la Camorra. Ils étaient témoins à leur mariage, ils étaient invités chez eux. C'étaient des rois qui fréquentaient d'autres rois. Entre guillemets, les rois du crime. Donc, depuis toujours, le phénomène des paris clandestins, qui brassaient tant de millions, voire des milliards de lire à l'époque, était contrôlé par la Camorra. En légalisant les paris en ligne, les gouvernements pensaient faire coup double. Limiter la corruption et se garantir des taxes extrêmement lucratives. Ils se sont trompés. Internet a tout changé. Avec 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, la nouvelle suprématie des sites de paris en ligne a modifié l'économie du sport au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Aujourd'hui, perdre un match peut rapporter bien plus à un joueur que de le gagner. C'est vrai que je fais un appel aussi aux joueurs, parce que les joueurs, c'est les protecteurs du jeu. On peut penser qu'en période de crise, dans des compétitions mineures, dans beaucoup de pays où les salaires ont du mal à être versés, que certains, éventuellement joueurs, essayent d'avoir des compensations financières parce qu'ils ont des soucis. Ça, on le comprend, mais de toute façon, ça sera tolérance zéro. Le jour où ils seront pris, out. Footballeurs, arbitres, entraîneurs, dirigeants, tout le monde dehors. L'économie du sport n'est pas une économie banale. Elle présente la caractéristique en réalité de reposer sur des têtes d'épingle. Il y a très peu d'activités économiques qui en effet ont comme fondement une personne, voire une équipe très restreinte. Donc en fait, on fait reposer des résultats sportifs et donc des sommes d'argent considérables sur un nombre très restreint d'hommes et de femmes, souvent très jeunes et extrêmement vulnérables. Jean-François Guéraud est ancien responsable de la criminalité financière au sein des services de contre-espionnage français. Il est l'un des plus grands experts des paris sportifs et de leurs dérives. Il faut bien comprendre que dans tous les secteurs économiques où il y a beaucoup d'argent, il se produit un double phénomène. L'argent massif est une puissante incitation et en même temps une source d'opportunités considérable pour des fraudes massives. Longtemps, les fédérations sportives ont préféré nier l'existence des paris illégaux et des matchs truqués. Avec la multiplication des scandales, elles se retrouvent dos au mur. Nous vivons aujourd'hui un jour historique de la FIFA et du football. Nous avons ouvert notre porte aux autorités. Nous souhaiterions collaborer avec Interpol pour demander à toutes les polices du monde de mettre fin, ou du moins d'essayer de mettre fin à ces activités. Les paris illégaux et les matchs truqués sont devenus un phénomène mondial et un problème de criminalité mondiale qui requiert une réponse globale. C'est pourquoi Interpol a le devoir d'intervenir. En 2010, pendant le mois de la Coupe du Monde, Interpol a mené une opération à travers 4 pays d'Asie du Sud-Est
En un mois, il y a eu plus de 5000 arrestations et des maisons de jeu ont été fermées. Cela représentait plus de 2 milliards de dollars de paris en un seul mois. Le football est victime de son succès. C'est le sport le plus populaire au monde. Il suscite un intérêt incroyable et génère par conséquent des sommes incroyables. Les criminels étant ce qu'ils sont, des monstres d'avidité, ils ciblent toute activité qui puisse leur rapporter de grosses sommes d'argent. En Europe, les dossiers liés aux paris sportifs s'accumulent sur les bureaux des magistrats. Ici, en Belgique, un procureur est même chargé depuis un an de travailler le plus discrètement possible sur les matchs suspects. Il dirige une cellule unique en Europe. Elle est composée de policiers qui ont choisi de se spécialiser dans la fraude sportive. J'aimerais en savoir un peu plus sur le déroulement des paris sportifs lors de ce match. A-t-on parié sur des événements particuliers au cours de ce match, comme un carton rouge à telle minute ou un penalty à un autre moment, et toutes ces petites choses qui ne correspondent pas vraiment au déroulement logique d'un match. Le travail de ces enquêteurs est délicat, car il s'agit d'infiltrer avec peu de moyens un monde fermé, celui du sport et principalement du football. D'en comprendre les rouages, d'essayer de saisir comment les paris peuvent modifier le cours d'un match. Le système des paris est très compliqué en soi. On parie sur tout et sur rien. Parfois, les gens pensent qu'on ne parie que sur le résultat d'un match. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que maintenant, on peut parier sur n'importe quelle phase de jeu. On parie par exemple sur l'exclusion d'un joueur pendant une certaine période du match. On parie également sur le nombre de buts. À partir de là, il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement pendant un match de football. Miser sur un carton rouge est illégal en France et en Belgique, mais c'est autorisé en Angleterre. Les États sont incapables de s'entendre entre eux. Ce flou à l'échelle européenne facilite les fraudes du crime organisé. Cette faiblesse du système est devenue une faille depuis 2007, car une révolution technologique a bouleversé le marché mondial des paris sportifs. Le live betting, ou la capacité de parier en direct pendant un événement sportif depuis son ordinateur. Live betting signifie qu'en fait, pendant une période de temps relativement courte, les 90 minutes d'un match de football ou les 2 ou 3 heures d'un match de tennis, vous aurez une masse de flux financiers venant d'un peu partout dans le monde sur des milliers de sites qui vont se concentrer. Quelle capacité de contrôle et de surveillance a-t-on à ce moment-là ? Dans les années 70, la French Connection avait révolutionné le trafic de drogue avec ses chimistes. Depuis 5 ans, les organisations criminelles en Asie et dans les pays de l'Est ont recruté des mathématiciens hors pair afin de s'engouffrer dans toutes les failles que leur offre le live betting. C'est donc une guerre d'algorithmes, puissance de calcul, qui parie, comment, d'où viennent les paris, de quelle région. Mais il est évident que la détection des anomalies ne peut pas se faire uniquement par des outils informatiques. Il faut derrière ces outils informatiques des spécialistes. C'est donc par une combinaison d'outils humains et d'outils informatiques, les outils informatiques étant très chers et les outils humains étant très rares, que l'on peut obtenir une surveillance intelligente de cet univers qui est à la fois opaque, immédiat, transnational et d'une extrême fluidité. Cette guerre technologique a donné naissance à une nouvelle race d'enquêteurs. À mi-chemin entre le contre-espionnage et le hacking informatique, ces sociétés développent des logiciels ultra secrets. Sportradar est la plus importante de ces compagnies high-tech. En quelques années, elle s'est implantée un peu partout dans le monde.
Chez Sport Radar, nous surveillons l'intégrité des matchs pour l'UEFA depuis 2009. Nous surveillons en moyenne 40 000 matchs par an sur nos bases de données. Nous contrôlons environ 6 000 offres de paris par jeu et par jour. De manière générale, les paris sur le foot ont explosé ces 5 dernières années. C'est probablement dû à l'apparition du live betting et de l'intensité que cela procure. Pour vous donner une idée des sommes qu'il est possible de miser sur un match de foot, prenons l'exemple du marché asiatique, et plus spécifiquement un match de la Première Ligue anglaise. Il n'est pas impossible de miser 1 million de livres ou 1 million d'euros avant même le déroulement du match. On est donc pris dans une spirale de surenchère qui peut atteindre, pour une finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le plus grand match européen, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le marché mondial, et ce sur un seul match. C'est une somme astronomique. La régie publicitaire des derniers Jeux Olympiques de Pékin a généré 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 semaines d'Olympiade. Il n'a fallu que 90 minutes aux sociétés de paris sportifs pour atteindre sur Internet le milliard d'euros avec le seul match FC Barcelone contre Manchester United. On comprend mieux pourquoi les organisations criminelles se sont engouffrées dans un marché aussi porteur. Ne soyons pas naïfs. Il est évident que des sites de paris en ligne peu ou mal contrôlés sont des puissants vecteurs pour du blanchiment de l'argent du crime organisé. Le blanchiment de l'argent du crime est une activité absolument cruciale pour les criminels. C'est une activité qui consiste à convertir donc de l'argent issu d'une activité criminelle, le trafic de drogue, la prostitution, le trafic d'armes, etc., vers l'économie légale. Cette perte est en fait un investissement. S'il n'y avait pas ce processus de blanchiment, il ne pourrait pas du tout utiliser cet argent. Dans le monde du crime, on considère que perdre entre 30 et 45% de ses revenus occultes pour récupérer de l'argent propre fait partie du business. La rentabilité du monde du jeu, et particulièrement des paris sportifs, a toujours été utilisée par le crime organisé pour blanchir son argent. Au début de la légalisation des paris sur le football, la technique était assez empirique et pourtant très efficace. Il suffit de prendre dans une liste de matchs de football une partie dont les cotes sont proches les unes des autres. 2,32 pour la victoire, 3,10 pour le nul, 2,70 pour la défaite. Quand un honnête hésite dans son choix entre le 1 de la victoire, le 2 de la défaite et le X du match nul, le criminel, lui, va miser 30 000 € sur les 3 cotes en même temps. Si le 1 de la victoire est le bon résultat, il va toucher 23 200 €. Si le X du match nul est le bon résultat, il va toucher 31 000 €. Si c'est le 2, il va toucher 27 000 €. Dans les 3 cas, le coût de son blanchiment pour avoir misé au départ ces 30 000 € ne dépassera pas les 23%. Bien mieux que le circuit classique du blanchiment, qui lui aurait pris entre 30 et 45% de son argent sale. Mais pourquoi prendre des risques, se sont dit ces criminels. Si je suis sûr que le résultat final sera le 2, pourquoi gaspiller de l'argent en misant sur le X ou sur le 1? Je parie tout l'argent que je dois blanchir sur le 2. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les mafias ont donc décidé de blanchir leur argent en passant par l'État. Parce que c'est bien l'État qui verse l'argent au final. Mais comment y parvenir? En contactant des joueurs afin de les convaincre que le match doit se terminer de telle manière, et en leur offrant de l'argent, beaucoup d'argent, et bien entendu en choisissant les bons footballeurs. Ces dernières années, le crime organisé a trouvé les bons footballeurs un peu partout en Europe. Depuis quelques mois, les procès s'enchaînent. 50 personnes inculpées en Belgique, 70 en Allemagne, 85 en Turquie, 50 en Grèce, 16 en Finlande, 9 au Royaume-Uni et en Suisse. Sous la conduite du super procureur Guido Salvini, l'Italie découvre un réseau gigantesque
qui implique l'ensemble de son football professionnel. Le dernier scandale du football italien a émergé de manière bizarre et détournée. Au début, il ne s'agissait ni de paris, ni de matchs truqués, mais d'empoisonnement. Pendant un match qui se déroule à Crémone, Cremonese-Paganese, un match de la 3e division, certains joueurs de la Cremonese étaient amoindris, fatigués et ont eu du mal à jouer. Après avoir fait des analyses, on a découvert qu'on leur avait administré, sans doute dans les vestiaires avant le match, dans une boisson quelconque, un somnifère. Nous avons commencé à enquêter sur ce fait très étrange et, en partant des écoutes téléphoniques pratiquées sur les premiers suspects, l'enquête s'est étendue en faisant tache d'huile. Et elle a touché une série de personnes, des gérants d'agences de paris, des footballeurs, d'anciens footballeurs, des entraîneurs qui opéraient dans différentes parties d'Italie et sur énormément de matchs. Surtout des matchs de 3e et de 2e division, avec un mode opératoire qui était toujours le même. Convaincre certains footballeurs de jouer de manière à ce que le résultat du match soit absolument prévisible. Dans ces dossiers, le procureur Salvini possède des atouts qui font défaut dans la plupart des affaires en cours. Des preuves matérielles. Au début, peu de personnes sont sur écoute. Mais il y a Paoloni, un personnage clé de l'enquête. J'ouvre la porte, ils entrent, mais ne me disent pas « tu es en état d'arrestation » ou quoi que ce soit. Ils me disent « fais ta valise, on t'emmène à Crémone ». Paoloni est un personnage particulier. Paoloni est gardien de but. Par conséquent, il joue un rôle crucial. À lui seul, le gardien de but peut décider de l'issue d'un match. Sur le terrain, Paoloni est un bon gardien. Mais de toute évidence, il a un problème de caractère. Il est bien payé. C'est un goal qui a toujours signé de bons contrats, à plus de 100 000 € net par an. Mais il dépense beaucoup, et surtout de manière stupide. Il parie sur les matchs de tennis, il joue au tiercé, au poker en ligne, et il perd énormément. La vie du footballeur est une vie particulière. On le reconnaît dans la rue, partout où il va, on l'idolâtre. Ce sont des gens qui ont 20, 21 ans et qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas comment le dépenser. Par conséquent, leurs amitiés jouent un rôle fondamental. Tout a commencé au mois de septembre de l'année dernière, quand j'ai rencontré Herodiani, qui avait et a encore aujourd'hui une agence de paris. Je l'ai connu et j'ai commencé à jouer chez lui, à crédit. Tu as dit, j'ai rencontré Herodiani, j'ai commencé à jouer chez lui à crédit et je suis devenu accro au jeu. Je pariais de plus en plus. Mais à un moment, ils t'ont demandé de faire quelque chose pour récupérer ce que tu leur devais. Oui. C'est là qu'a commencé ta descente. Oui, en effet, je l'ai connu en septembre. Jusqu'en décembre, j'ai pas eu de problème avec lui. Mais le 7 janvier dernier, il est venu avec une autre personne. Pirani, le dentiste, chez moi, à Crémone. Et ils sont venus à Crémone, moi j'étais à la maison avec ma femme et ma fille. Et ils s'amènent et Herodiani me dit que j'ai une dette de 100 000 € envers lui. Il me disait, du truc à 1 ou 2 matchs comme ça, il règle sa dette. Tout s'arrête et on est amis comme avant.
Quand il a vu que je voulais pas faire ce qu'il disait, Pirani m'a amené un peu plus loin dans la chambre et il m'a montré une ordonnance médicale. Sur cette ordonnance, j'ai seulement vu qu'il y avait le nom de ma femme et qu'il y avait écrit Mignas. Et puis comme tout était en écriture cursive, j'ai pas réussi à le déchiffrer. J'ai vu ça et je lui ai dit, c'est quoi cette chose? Et il m'a dit, tu te souviens du match Cremonese-Paganese quand vous êtes senti mal? J'ai dit oui. Il m'a dit, ce truc-là, c'est le produit pharmaceutique utilisé pour ce match-là. Moi, au début, j'y ai pas cru. Et puis après, je sais pas, il y avait le nom de ma femme. Je voulais pas... J'ai eu peur. Comme il y a cette ordonnance, t'as peur qu'il te fasse chanter, qu'on puisse t'accuser d'avoir mis toi-même le Mignas dans l'eau ou dans le thé. Oui, et donc à partir de là, je me suis fait 1000 films dans ma tête. Je me suis dit, il y a le nom de ma femme, ils vont remonter jusqu'à moi. Et à ce moment-là, je savais pas quelle était la bonne chose à faire. Donc à ce moment-là, tu décides entre guillemets de collaborer avec eux et d'essayer de solder ta dette par les paris. Oui. Donc tu te livres à eux en te disant, d'accord, voyons ce que je dois faire pour solder ma dette par le biais des paris. Et ils te demandaient des résultats sûrs. Ils me demandaient des résultats garantis. Imaginez quel peut être l'état psychologique d'un joueur qui, quelques minutes avant un match, reçoit sur son téléphone portable l'appel d'un inconnu qui subitement va lui décrire la vie privée et l'emploi du temps de son épouse ou de ses enfants. Voilà. Le sportif en question va se montrer d'une infinie souplesse. Voilà. Eh bien, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les juges pensent qu'il fait partie intégrante de l'association, qu'il a approché de nombreux footballeurs, que beaucoup de footballeurs sont de mèche avec lui, qu'un mur d'omerta couvre non seulement Paoloni, mais tout ce qu'il y a derrière, et que ce n'est qu'un début. Et dans l'enquête de Crémone, Paoloni est même accusé d'avoir drogué l'équipe au Mignas. Les magistrats de Crémone considèrent que sa maladie du jeu le poussait à parier sur tout et n'importe quoi. Elle l'avait rendu capable de tout, y compris de verser le Mignas dans l'eau de ses coéquipiers pour atteindre son objectif, c'est-à-dire gagner un gros pari. La plupart des preuves ont été obtenues grâce à des écoutes téléphoniques. Elles ont été faciles à obtenir parce qu'il n'y avait jamais eu d'enquête dans ce domaine, donc aucune méfiance. Et comme les différents suspects opéraient dans de très nombreuses villes, au moment crucial du pari et de la vérification du résultat à l'approche des matchs, ils se parlaient ouvertement et pas du tout de manière codée comme des trafiquants de drogue, par exemple. Kevin et Sissi étaient des étudiants chinois très populaires à la faculté de Newcastle. Nous avons découvert qu'ils organisaient des paris de matchs de football pour le compte de personnes non identifiées basées à Hong Kong et en Chine. En Angleterre, dans notre jargon d'enquêteur, nous avons un dicton qui dit « Si vous savez comment vivait la victime, vous saurez comment elle est morte ». Kevin, en particulier, cassait les tarifs. Il cassait la concurrence. Et il prenait moins cher que les autres membres des triades. Il montait des coups dans le dos des caïds, et ça n'a pas plu. Il en tirait beaucoup d'argent. En fait, il se mettait dans la poche une partie de l'argent qui aurait dû aller dans leur poche. J'ai travaillé sur plus d'une centaine de meurtres en Grande-Bretagne, mais j'ai rarement rencontré un tel degré de violence. Sissi a eu les mains et les pieds attachés dans le dos, enroulée avec du gros scotch encore et encore. Elle a été frappée à mort dans son lit, avec une arme contondante, peut-être une hache ou un marteau. Kevin a été traîné dans la chambre.
Il avait plus de 70 blessures au visage et à la tête. Et sa gorge a été tranchée d'une oreille à l'autre. Ils avaient même torturé le chat, qu'on a retrouvé noyé dans un seau dans la salle de bain. C'est un caïd du crime organisé, Guang Huichao, qui a été reconnu coupable des meurtres. C'est le genre d'homme qui vous glace.